Salut tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live sur la page Facebook du RDS. Salut Bertrand. Salut Valérie. Ça va bien? On se retrouve encore une fois cette année pour parler de F1. Évidemment, tu l'as... La semaine. Oui, la semaine tant attendue. À chaque année, toi, c'est celle que tu préfères, j'imagine. Oui, hein? oui. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, pour mettre la table, parlons un petit peu... Il faut savoir que ce Facebook Live-là, on vous invite à poser vos questions, que vous soyez très connaisseur en F1 ou au contraire, un petit peu moins. On veut savoir à quoi s'attendre à Montréal ou par rapport à la saison, à des écuries, à des pilotes, aux gommes utilisées sur les pneus. C'est vraiment, en fait, c'est là pour vous. C'est une des premières initiatives, donc, pour cette grande semaine du Grand Prix du Canada. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions au bas. Au fur et à mesure, on pourra discuter de tout ça avec Bertrand. Mais d'entrée de jeu, on aimerait quand même mettre la table avec les différentes initiatives parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, tu seras sur place pour la diffusion. Oui, pour la diffusion, il faut savoir que dès qu'une F1 est en piste, RDS est là. Alors, vous ne raterez rien des 2 séances d'essai libre du vendredi, 1h30 chaque. La séance d'essai du samedi matin, 1 heure seulement. La qualification si cruciale à 14h et la course dimanche, évidemment, à 14h10. Et il ne faut pas oublier aussi que sur le rds.ca, une section spéciale Grand Prix du Canada, section spéciale où on pourra retrouver, entre autres, des web-diffusions. Web-diffusions multiples, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à 4 canaux qui seront là. Oui, pour les essais, pour les qualifs, pour la course. Canaux aussi avec caméra de Lance Stroll, ça c'est intéressant. Avec Caméra à bord de Lance Stroll. Oui, absolument. Caméra à bord aussi d'autres pilotes. Ouais. Donc, si on veut vraiment sentir, avoir le pouls de tout ça, ça se déroule. J'ai l'impression d'être au volant. Oui. Ça se déroule donc sur le rds.ca. On vous invite évidemment à consulter tout ça. Et là, écoute, je vais aller voir un petit peu les questions des gens. Mais moi, je suis curieux. Je t'en pose une première. Là. Depuis le début de la saison, 6 courses de F1 qui ont été faites depuis le début. Domination de Mercedes. Qu'est-ce qui explique ça, cette force de l'écurie Mercedes depuis le début? Oui, parce que ça avait été une surprise, parce que lors des essais hivernaux, c'est Ferrari qui était sorti, qui a le meilleur temps, les essais hivernaux à Barcelone. Alors on s'est dit, oh, c'est bien parti pour la Scuderia. Ça s'est gâché un petit peu plus par la suite. Pourquoi? La Scuderia n'arrive pas à bien exploiter les nouveaux pneus de cette saison. Alors, il faut travailler sur la voiture. Alors que Mercedes, au contraire, s'accommode très bien des nouveaux pneus de cette saison. Mercedes aussi qui a fait un pas de géant en développement de voiture. Rapidement, je vous explique. La Mercedes, dans des virages très lents, n'était pas très bonne. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une grande écurie, beaucoup d'ingénieurs. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a gommé ce défaut. Alors, Mercedes, qui n'était pas très bon à Monaco lors des dernières années, on a très bien fait lors du dernier Grand Prix dans la principauté. Alors, il faut dire bravo à Mercedes qui a fait de l'excellent travail. Ferrari est en mode de recherche de ce qui fonctionne mal sur sa voiture. Donc, on n'arrive pas à bien exploiter les pneus. Donc, il faut travailler sur l'ensemble de la voiture pour arriver à ça. Mais depuis le début de la saison, on n'arrête pas de dire chez Ferrari, on sait qu'il y a du potentiel dans cette voiture-là. Il faut juste la débloquer, aller la chercher. Alors, la saison est encore longue. Hein, c'est 21 Grands Prix. On arrive seulement au 7e. Peut-être un circuit Ferrari à Montréal, belle grande ligne droite. Ferrari devrait aimer ça. C'est drôle, tu parles beaucoup de Ferrari, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Parce que depuis le début de la saison, plusieurs courses, on dirait qu'il y a eu beaucoup d'improvisation au niveau des décisions. Ouais. C'est comme si ce n'est pas l'ombre de Ferrari qu'on connaît. Pourquoi? On a des ennuis sur le terrain. Ça, c'est un peu plus difficile à pointer du doigt. Qui prend exactement ces décisions-là? On ne connaît pas tous les ingénieurs, par exemple, en stratégie. On parlait de Monaco. Charles Leclerc, première portion de la séance de qualification, établit un temps ordinaire et aurait dû faire un deuxième tour lancé pour améliorer ce temps. Il n'a pas fait partie des 5 pilotes exclus de la première partie de cette séance de qualification-là. Il n'est jamais retourné en piste parce que ces ingénieurs ont décidé, avec les simulations par ordinateur, que le temps qu'il avait mis en banque était suffisant. Ça ne l'était pas. Et lui-même disait, « Hey, les boys, il faudrait que je retourne en piste. » Non, non, on est correct. Alors, on a des problèmes à ce niveau-là, qui est au niveau des opérations, carrément opérations de sport. Alors, on ne peut pas pointer du doigt c'est telle ou telle personne, mais on se fie trop sur ces simulations par ordinateur. Dans ce cas-là, ça prend quelqu'un aussi, qui a une espèce de feeling. Oui, l'intuition. L'intuition. L'ordinateur, il me dit, je vais dire n'importe quel chiffre, 1 minute 20, on est à 1 minute 20. Je pense que je regarde la température, je regarde ci, je regarde ça, ça ne marchera pas, il faut changer la décision imposée par les ordinateurs. Peut-être qu'on se fie trop
à la à technologie. l'ordinateur, à la technologie ou simulation. Et justement, tant qu'à parler, je reste avec Ferrari parce que j'ai une question. En fait, Elliot Edmond qui dit en espérant voir Leclerc sur la plus haute marche du podium à Montréal. Parlons-en de Charles Leclerc. C'est une recrue sur le circuit. Bon, depuis le début de la saison, honnêtement, il a connu son ennui de pépin. Il n'a pas été chanceux, disons-le comme ça. Mal chanceux. Mais moi, ma question par rapport à lui, c'est parce que oui, il souligne que oui, moi aussi, j'espère un jour le voir. Mais lui, entre lui et Lance Stroll, est-ce que lequel a le plus de potentiel? Parce que les deux sont deux jeunes quand même sur le circuit. On dit que Lance Stroll a beaucoup de potentiel, mais Leclerc aussi là, risque d'être une étoile, est une étoile montante finalement de la F1. Là. Oui, Charles Leclerc, c'est du sérieux. D'ailleurs, pour que Ferrari l'engage, Ferrari, ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas engagé un jeune pilote. Il est encore jeune. Il a fait une saison chez Sauber, une petite écurie. On l'a amené tout de suite chez Ferrari. C'est vraiment pas le genre de Ferrari de faire confiance à un pilote si jeune. Donc, on est complètement convaincu de son talent. Je pense qu'on a raison. Très intéressant, Charles Leclerc. Extrêmement rapide, mais effectivement, s'impose parce que lorsqu'il est arrivé chez Ferrari, on a dit, bon, pour la saison 2019, notre favori, ça va être Sébastien Vettel. Il est quadruple champion du monde. C'est celui qu'on se fie pour aller chercher un titre chez Ferrari. Et on a dit, donc, dans des circonstances 50-50, on va favoriser Vettel. Parfait. Là, la saison part. Là, Leclerc commence à être au même niveau que Vettel. Là, ça commence à poser de sérieux problèmes à Ferrari. Est-ce qu'on continue de favoriser Vettel alors que Leclerc est tellement bon? Alors, ça a posé des casse-têtes. Ben oui. On ne sait plus quoi trop faire. Je vous donne un exemple. Vettel est derrière Leclerc et Vettel dit à son écurie, par communication radio durant la course, « Je pourrais être plus vite que lui. » Là, tu es chez Ferrari, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'écouter ton quadruple champion du monde qui dit « Je suis plus vite que lui. » Alors, on dit à Leclerc « Laisse passer Vettel. » Il n'est pas plus vite. Imagine le casse-tête. Mais comment tu peux presque vivre avec ça? Imagine ton quadruple champion du monde dit « Je peux être plus vite que lui. » On le fait passer. Puis il n'est pas plus vite. Il est même plus lent que Leclerc était. Là, Leclerc n'est pas content. Deux très bons pilotes. Ben oui, c'est ça. Deux excellents pilotes, alors, finalement. tu vois l'imbroglio dans lequel Ferrari est parce qu'on a le problème d'avoir deux très bons pilotes. Oui. On a le problème de Leclerc qui se dit... Ben, Leclerc est tellement bon, on se disait qu'il va être moins bon que ça, finalement. Leclerc, là, honnêtement, moi, j'avais fait des calculs après le début de saison. Si on n'avait pas fait des consignes d'équipe pro-Vettel, il aurait été devant Vettel au classement. Ah oui, hein? Alors là, c'est un dilemme absolument très difficile à vivre parce que Leclerc est presque trop bon déjà et il est en compétition directe avec Vettel. Ajouté à ça, on l'a dit, la Ferrari n'est peut-être pas la meilleure voiture à ce moment-ci, donc ça crée un petit peu de tension aussi. Par contre, Leclerc n'est pas parfait. On l'a vu à Bakou, à Azerbaïdjan, aller dans le mur en qualification. Peut-être qu'il essayait d'en faire un peu trop. C'est l'apprentissage aussi, hein? Ça fait partie de ça. Écoute, on passe de Charles Leclerc à Charles Saint-Germain, lui qui pose une question, excellente question, qui dit « Est-ce que tu crois que l'immense écart de la performance entre les écuries peut donner une mauvaise image à la F1? » Ben, c'est sûr qu'on aimerait voir des écuries se battre pour la victoire. Par contre, si vous regardez un peu la F1, vous voyez tout le restant se battre derrière. Et ça donne des luttes absolument incroyables. Vous avez des Force India, des Toro Rosso, les Haas, les Renault. Tout le monde se bat, mais vraiment, c'est roue contre roue, Grand Prix après Grand Prix, tour après tour. Fait que ce niveau-là, c'est un des meilleurs qu'on a jamais vu dans l'histoire. Le niveau de compétition derrière les grandes écuries est absolument incroyable. On aimerait que ce niveau-là se répercute sur le devant du peloton. C'est sûr que devant, tu as Mercedes et Ferrari qui sont là pour se battre. On a des grands budgets, donc on fait de bonnes voitures. Et c'est ce qu'on veut un petit peu corriger sans tout entrer dans ce débat-là en 2021. On veut un plafond budgétaire. Okay. Alors déjà, ça va limiter. Ça va limiter. C'est sûr que si tu as 50 millions de dollars, tu vas faire une meilleure voiture que si tu en as 200. Absolument. Parce que tu as deux fois plus d'ingénieurs qui travaillent sur la voiture. Mais ça fait du sens aussi. Là. Ça fait du sens. Alors, on travaille vers ça pour 2021, qui n'est pas très loin. Hein? C'est dans 2 ans. Oui, absolument. Une autre question, celle de Johan Ménard. Quel résultat prévoyez-vous donc pour Lance Stroll à Montréal? Ben, à quoi s'attendre, finalement? Un résultat, c'est difficile, mais à quoi s'attendre de lui? Ben, je pense que ça va aller un petit peu mieux parce que c'est un circuit de moteur. Ça demeure un circuit de moteur à Montréal. Mercedes demeure quand même assez bon. On vient de sortir de circuits extrêmement lents qui ne convenaient pas à la Racing Point, la voiture de Lance Stroll. Montréal devrait être un meilleur terrain pour lui. C'est là qu'il avait fait son premier point à sa première saison en Formule 1. Alors, on espère qu'il va s'approcher des points, qu'il va se qualifier un petit peu mieux parce que c'est un petit peu difficile cette saison.
Mhm. Écoute, Yann Lessard demande quelle est la grande différence entre les gommes de Pirelli en 2019 et celles de 2018 pour que les écuries aient tant de difficultés donc à s'adapter? Oui, ben, les pneus, on a réduit l'épaisseur de la bande de roulement. Et, ça affecte énormément comment ces pneus-là travaillent. L'adhésion? Puis ça, oui, Entre non, autres? ben, en fait, sans être trop technique, il faut que les pneus soient chauffés pour bien travailler. Oui, Tu sais, parce qu'un pneu froid, oui, non, il ça colle ne pas, colle pas. tu Oui, sais. oui, oui. donc il faut bien les chauffer pour qu'ils soient à la bonne température. Puis ça, on a la difficulté à bien faire ça, notamment chez Ferrari, c'est leur grand défaut. À trouver cette bonne température. Exactement, finalement, OK. exactement. Parce que le pneu, il fonctionne bien dans une certaine plage, puis il fonctionne mieux en plein milieu de la plage. OK, oui, c'est ça. Si tu arrives dans la bonne plage, qui est 20 degrés à peu près, OK. le pneu va bien marcher. Mais si tu arrives pile dessus, là, tu sais, Oui, là pile. c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, c'est la performance. c'est ça qui est très dur à OK. trouver. C'est ce que Ferrari a de la difficulté à trouver. Puis ça, Valérie, c'est extrêmement difficile à prévoir. Oui, mais Parce qu'un moteur, tu le mets sur le banc d'essai à l'usine, tu le fais marcher, il marche bien. Ou il ne marche pas, tu corriges. Un châssis, l'aérodynamique, tu mets ça dans une soufflerie. Tu mets un modèle réduit, soufflerie, ça envoie de l'air sur la voiture, tu regardes les coulements de l'air. Le châssis a l'air pas pire. Donc, le moteur est bon, le châssis est bon. Les pneus, tu ne sais pas, il faut que ça roule sur oui, un asphalte qui n'est jamais le même d'une piste à oui, l'autre. absolument. Alors, Avec c'est des conditions très météo complexe. différentes aussi. Exactement. Jean-Sébastien Dupont, que se passe-t-il chez As? On passe évidemment à Romain Grosjean, qui est pilote expérimenté Et là-bas. K-Mag, Oh, K-Mag. Kevin Magnussen, Ah, qu'on c'est ça, surnomme c'est son... K-Mag. c'est son surnom, je ne connaissais pas son surnom. Alors, que se passe-t-il avec cette écurie? Ben, c'est en dents de scie. Parfois, c'est la 4e meilleure du plateau, puis parfois, ils sont 8e. Et pourquoi? Écoute, on vient d'en parler justement. Le patron d'écurie, Gunther Steiner, dit parfois, c'est un championnat de thermomètre. Ben, thermomètre, température de pneus. Ah, C'est exactement ça. Encore une fois. Fait que C'est les tellement pneus. pointu parce Oui. que c'est tellement pointu la F1 que sur un circuit, tu te dis température de Ouais. piste, soleil. Bon, mais là, la Haas, ça va bien aller. Un autre circuit, un autre type d'asphalte parce que c'est pas parfaitement uniforme sur tout le championnat. Mais là, on va avoir des ennuis. Et Steiner dit justement thermomètre. On dépend beaucoup du thermomètre. C'est pas facile d'ajuster la voiture parce que tu as juste ta voiture samedi matin, ben, Le nuageux, dimanche, le c'est pas la soleil même chose, sort, ouais. c'est plus pareil, tu as Ça 10 change tout degrés le de plus, c'est pas pareil. Alors, c'est extrêmement difficile. Jean-Sébastien Dupont encore dit pour Montréal, ça serait intéressant de voir autre chose que Mercedes comme gagnant. On le sait, bon, depuis le début de la saison, on en a parlé. Domination de Mercedes, même sur le circuit de Gilles Villeneuve. Honnêtement, Lewis Hamilton, à chaque année, c'est un classique. Il est à l'aise sur ce circuit-là. Souvent, il va faire un podium. C'est en tout cas, si je calcule dans les dernières années, c'était souvent ça. Est-ce qu'on s'attend encore une fois à un Lewis Hamilton qui monte sur la première marche du podium, tu penses? Ou on va peut-être avoir... Il y a quand même toujours des surprises à Montréal. Oui. J'espère, dans un premier temps, performance peu, que Ferrari peut faire quelque chose. Pourquoi? 2 raisons. Très, très longue ligne droite à Montréal. Ferrari a le meilleur moteur présentement. C'est une flèche. Dans les virages, c'est un peu moins bon, mais en ligne droite, donc Ferrari, c'est un bon circuit pour Ferrari. Deuxièmement, de quoi qu'on parle depuis quelques temps? Température. Oui. Qu'est-ce qu'on annonce? Du beau temps. On annonce beau, On oui, parle c'est de ça. 25-26 même. Et la Ferrari qui a de la misère à faire monter ses pneus à température. Lorsqu'on va arriver avec une température de 26, OK. ça va être bon pour Ferrari. Donc, il y a 2 bons facteurs qui nous disent que Ferrari pourrait vraiment aller se battre avec Mercedes en fin de semaine. L'autre aspect, mais tu l'as mentionné, les murs sont très près, souvent des accidents, des accrochages, des têtes à queue, pilote qui touche les rails, voiture de sécurité qui entre en piste, toute la stratégie est chamboulée, on peut se tromper dans la stratégie, on l'a vu. On peut se tromper de pneus aussi, Valérie. Oui, ben oui. Rappelez-vous, Ça- Lewis Hamilton, dans les Grands Prix de Monaco, hey, vous m'avez pas mis les bons pneus, ça va me prendre un miracle pour arriver à rallier l'arrivée avec les pneus que vous m'avez mis. Finalement, ça a tenu, mais tu vois que c'est pas facile, même chez Mercedes. Le pilote contestait ce que les ingénieurs avaient mis sur sa voiture parce que c'est tellement difficile à bien juger. On souhaite aussi des bons résultats de Ferrari parce qu'il y a une Ouais. grande communauté italienne à Montréal Oh, et il y ouais. en a des amateurs de Ferrari Ouais, sur le ouais, circuit ouais. avec leur casquette rouge à chaque année. Et là, c'est intéressant, commentaire ici de Pierre-Luc Dallaire. Commentaire et question, justement parce qu'on fait le parallèle entre Mercedes et Ferrari. Il dit, pensez-vous que Mercedes ne sont pas honnêtes, entre guillemets, là, on va y aller, là, on va y arriver, ne sont pas très honnêtes dans les essais libres, c'est-à-dire que pendant les essais libres, avant les Grands Prix, on pousse pas vraiment la voiture à plein régime volontairement à son maximum
comme pour faire croire finalement à Ferrari qu'ils ne sont pas tout à fait à point. Est-ce que ça fait du sens? Ça peut arriver, absolument. Il faut dire aussi qu'on fait la saison avec 3 moteurs. Fait que tu ne veux pas rouler totalement à fond tout le week-end. Ouais. Et oui, une bonne partie de on cache son jeu, absolument. Ça, là. Il y a aussi une partie de, on a dit, c'est tellement difficile de trouver des bons réglages. On a souvent entendu Lewis Hamilton dire vendredi, ça n'allait pas très bien sur la voiture ou c'était pas parfait. Le lendemain, on a fait une grosse progression. Pourquoi? 2 facteurs. Après la journée du vendredi, Lewis Hamilton s'assoit avec ses ingénieurs. Ça marche bien, ça marche pas. On approche des correctifs. Pendant ce temps-là, en même temps, en Europe, chez l'usine de Mercedes, c'est ça, toutes les écuries ont ça. Il y a un pilote qui est sur le simulateur avec les données de Montréal du vendredi, travaille pendant la nuit. Oui, pour la ajuster, nuit, à oui, on avait cause parlé de ça. de la différence. Travaille Ouais. pendant la nuit avec un autre groupe d'ingénieurs, cherche des solutions. À la fin de la nuit, on envoie ça à Montréal. À Montréal, ils reçoivent ça. Ils disent, ah, ça, c'est une bonne idée, on va peut-être essayer ça. Et voilà. Donc, c'est tout un travail d'équipe globale qui fait aussi que on peut penser qu'on cache un peu le jeu vendredi, mais souvent, c'est vraiment de véritables améliorations qu'on apporte à la voiture pour le samedi. Et c'est fou, tous ces petits ajustements. Et les équipes, on pense peut-être qu'elles sont en train d'arriver à Montréal, mais sont à Montréal depuis le week-end dernier. Oui, le matériel commence à être arrivé. Les gens arrivent beaucoup plus tôt que ce qu'on a l'impression, finalement, parce que c'est toute une gestion et installation des préparatifs pour faire ces micros-ajustements. Alexandre pose cette question-là, mon cher. Est-ce que le pilote qui active le DRS, est-ce que c'est lui qui l'active ou c'est automatique? S'il le fait manuellement, comment il sait quand est-ce qu'il peut l'activer? Est-ce que tu peux, pour les besoins de tous, éclaircir c'est quoi exactement le DRS? Oui, alors DRS, c'est un truc qu'on a inventé il y a quelques années. Alors, c'est l'aileron arrière qui s'entrouvre. Alors, l'air passe et il y a moins d'appui. Parce que vous avez, imaginez un aileron arrière qui est comme ça, l'air arrive, frappe l'aileron, ça pousse la voiture vers le sol. Là, si vous faites une ouverture dans l'aileron, l'air passe tout droit. Donc, il y a moins de pression sur la voiture, donc elle va plus vite. Il y a moins ce qu'on appelle les appuis aérodynamiques. Alors, il y a des endroits prédéfinis pendant la course. Les lignes droites? Oui, les lignes droites. Donc, pendant la course. Sinon, c'est plus disponible durant les essais. Donc, il y a un bouton sur le volant avec une petite lumière qui s'allume. Parce qu'effectivement, il faut l'enclencher à un certain endroit, puis il faut l'arrêter à un autre endroit. Donc, c'est le pilote qui le fait. C'est le pilote qui le fait, oui. Avec tous ces et qui parfois se trompe. Ah oui, on a vu des pilotes arriver. L'ouvrir trop vite en sortie de virage, perdre l'appui de la voiture. Puis là, oui, fou le camp. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu justement un volant, honnêtement, de voiture de F1. C'est hallucinant le nombre de boutons qu'il y a dessus. Il ne faut pas se tromper jamais de boutons, là. Honnêtement, il faut connaître ces trucs. C'est quand même assez spectaculaire. Écoute, il y a à peu près une centaine de manœuvres dans un tour. Imaginez, vous êtes au volant d'une Formule 1 à 250, 300 km/h. Puis là, dans chaque virage, vous ajustez le différentiel. Vous arrivez dans un freinage, vous ajustez la répartition de freinage. C'est absolument fou. Mais évidemment, les changements de vitesse, des modes moteurs, c'est extrêmement complexe. Daniel Gauthier, cette fois-ci, te demande combien gagne la première position en F1. Personne n'en parle. Est-ce que c'est un sujet tabou? Il n'y a pas vraiment d'argent en Formule 1 comme tel. C'est pas une bourse? Il y a des bourses à la fin de la saison qui sont divisés entre les écuries. Mais tu ne peux pas dire qu'Hamilton gagne à Montréal, il gagne 50 000. Oui, c'est ça. n'existe pas en un montant fixe. Non, ça n'existe pas en Formule 1. Lui a son salaire. Les écuries récoltent à la fin de la saison selon leur classement. Alors, comme tel, ça n'a jamais existé même en Formule 1. Contrairement aux formules américaines où on dit hey, « il a gagné 1 million, il a gagné 100 000, etc. » Non, ça n'existe pas en Formule 1. Ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi que personne n'en parle, parce que finalement, ça revient que c'est pas à chaque fois. Anthony Saint-Amand. Mais les pauvres pilotes ont des bonnies, par exemple. Oui, ben parce oui, que c'est un salaire de base, c'est un podium, c'est une victoire, etc. Tu as un petit boni sur ton salaire. Anthony, Verstappen ou Leclerc comme visage numéro 1 de la Formule 1 dans le futur? Parce que, bon, Verstappen, ça fait quand même quelques années là, que c'est le jeune qui est dominant et qui fait sa place. Mais Leclerc aussi, là, n'est pas piqué des verres. Là. Moi, je dirais carrément les deux. OK. Verstappen est tellement extraterrestre. Il y a plus d'expérience, c'est sûr, que Leclerc. Un petit peu plus, oui, mais un pilote totalement exceptionnel qui va être là pendant longtemps. Très fou jusqu'à l'an passé. Depuis ce temps-là, c'est calmé. C'est un bien meilleur pilote. Leclerc, pilote exceptionnel aussi. Donc, je pense qu'on a vraiment deux vedettes. Et
Ce que j'ai toujours aimé en Formule 1, c'est les bagarres entre deux pilotes. Tu avais Schumacher à Villeneuve à une époque, Schumacher à Kynen, on avait Alonso contre un autre pilote. Alors ça, je pense que ça va être un duel absolument exceptionnel dans les prochaines années. Verstappen contre Leclerc, ça va être quelque chose. Question d'un expert que tu connais bien, Frédéric Plante. Allô, Fred, merci de nous écouter. Il te demande, Liberty Media aimerait bien éventuellement présenter jusqu'à 25 Grands Prix par saison. Combien de Grands Prix maximum devraient être présentés par saison pour que ça demeure viable pour tout le monde? Personnellement, c'est 20. OK. Parce qu'en haut de 20, je trouve que ce n'est plus un événement. OK. C'est comme s'il y en a trop, finalement. C'est comme s'il y en a trop. Ça se dilue. Les gens de Liberty Media, d'ailleurs, quand ils sont arrivés, on dit on aimerait que chaque Grand Prix soit comme le Super Bowl. OK, mais il y en a 25 par année, ça ne va pas marcher. Ouais. Déjà, 20 c'est la limite. Les écuries n'aimeraient pas dépasser ça. Là, on est à 21 depuis 2 ans, 21 l'an prochain. Parce qu'après ça, tu brûles tout ton personnel. C'est déjà extrêmement difficile de se promener aux 4 coins du monde, sans aucune exagération, sur 8 mois par année. C'est des frais, là. C'est énorme. Et ils ont tous la langue à terre. Alors, si vous en ajoutez au-delà de ça, ce que ça veut dire, c'est que les écuries seraient obligées d'engager d'autres personnels pour faire un roulement de personnel. Oui. Puis là, on parle d'un plafond budgétaire. Donc, ça ne marche pas. Ça marche pas. Les deux ne marchent pas. Sauf qu'il y a beaucoup de pays, semble-t-il, qui veulent avoir des grands prix. On s'en va au Vietnam l'an prochain. On veut retourner aux États-Unis. On va aller en Afrique. On va aller... Je pense que les écuries résistent beaucoup à ça. En haut de 21, je ne suis pas sûr que ça va passer, mais on verra. Oui, on verra bien. À suivre, question de... Attends, un petit peu, j'en avais une bonne ici. Rodrigo Silva qui dit « Pourquoi penses-tu que Lance Stroll a tellement de difficultés à se familiariser avec sa nouvelle voiture? » Oui, honnêtement, je m'attendais un peu mieux de Lance cette année par rapport à Perez. Perez qui parfois s'en va dans ce qu'on appelle le Q3, donc il est 10 meilleurs qui font la dernière portion de la qualification. Perez est allé à quelques fois. Lance n'est pas sorti de Q1. Alors oui, il a des difficultés d'adaptation. Et même si c'est un peu ce qui traîne depuis ses débuts, ses difficultés en qualification. Parce qu'en course, ça va bien. Il gagne souvent des places rapidement dans les premiers tours. Il tient des bons rythmes de course. Réussit à aller chercher des points quand c'est possible. Sa faiblesse, c'est vraiment la qualification. Ce qui est très délicat, c'est un tour lancé. Oui. Puis il faut que ça fonctionne bien. Et pour ce tour lancé-là, il faut que tu prépares quoi? Tes pneus. Je vous donne un exemple. Tu te prépares à ta séance de qualification. Tu entres en piste, il faut que tu montes. Il faut que tu fasses chauffer tes pneus à température pour qu'ils soient bien collants sur la piste. Si tu en fais un petit peu trop, à la fin de ton tour lancé, ils vont être brûlés. C'est ça. Ah, ils vont être brûlés. Ils vont être brûlés. OK, tu peux pas... non. Puis si tu ne les montes pas assez, ils ne seront pas bons au début du tour. Donc, tu vois que c'est très délicat. Puis Lance, à ce moment-là, tu as 20 pilotes en piste souvent. Fait que là, il faut que tu es dans la circulation. C'est difficile, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que le manque d'expérience... Mais là, il commence à avoir... Oui, c'est ça, il est très jeune. Il est encore très jeune. C'est une question d'expérience aussi, c'est tellement pointillé. C'est exactement ça. Puis il est encore très jeune, puis je pense qu'il paye encore le fait d'être passé de la Formule 3 à la F1 sans faire le milieu qui était le GP2 ou la F2. Moi, je pense qu'une saison de la F2 ou GP2 maintenant... ça lui a été bénéfique. Le dernier qu'il a fait, c'est Verstappen. Puis Verstappen, c'est un extraterrestre. Il est arrivé, il a roulé en F1 à 17 ans. C'est comme tu passes du junior finalement à LNH au lieu de passer par la Ligue américaine. Exactement. Il y a quand même un... Il faut que tu sois un total prodige comme Verstappen est pour réussir ça. Je pense que Lance, ça lui manque encore un peu. Mais chez toutes les écuries où il est passé, on dit qu'il travaille extrêmement fort. Il ne mène pas la vie de Playboy entre les Grands Prix. Il travaille très fort à l'usine, dans le simulateur. Alors, on espère que ça va débloquer. Tu sais, son premier point, il a eu à Montréal, il a eu comme un déblocage à sa première saison à Montréal. Il a eu son premier point, puis après ça, c'est... On dirait qu'il lui manque un déblocage pour la qualification. Bien, en tout cas, en espérant pour lui qu'il y a devant famille et amis et justement compatriotes ici, et ce sera un bon week-end pour lui du côté de Montréal dimanche. Et Maxime Sasseville te demande, McLaren va nulle part. Crois-tu qu'ils auraient dû persister avec Honda? Sans le support d'un grand motoriste, Renault priorise Renault. Il me semble que, pour moi, ça semble perdu. Bien, ça va pas si mal, par exemple, pour McLaren. On s'améliore cette année beaucoup, je trouve, sur le plan du châssis. Puis, par contre, là où on a raison, c'est que peut-être que maintenant, le Honda est rendu mieux que le Renault. On n'a probablement pas fait de bon choix, mais c'est McLaren qui a essuyé les plâtres avec Honda pendant des années parce que ça ne fonctionnait pas. On s'est fatigué. On se dit, bon, ben, on va aller chez Renault, c'est une valeur sûre. On s'en va chez Renault, puis le Honda, tout d'un coup, fait un pas en avant avec Red Bull. Alors, mais est-ce que tu penses que Ricardo regrette son choix d'être passé chez Renault?
Ben, la question se pose, honnêtement. On le sait pas, pose on n'est très pas bien. dans sa tête, mais Ouais. on peut poser la question. Moi, je pense que Ricardo est parti de chez Red Bull parce qu'il ne voulait pas subir la comparaison avec Verstappen. OK. Parce que personne ne peut subir Verstappen, il est trop bon. Il est trop fort. Même Ricardo, il est trop fort. Ricardo s'est dit, si je reste là, et en plus, il s'est rendu compte qu'on favorisait Verstappen. Non seulement il est bon, mais on le favorise. Donc, je vais toujours être le numéro 2. Oui. Red Bull, c'est l'écurie de Max Verstappen. Mhm. Oubliez ça, là. Même Ricardo, qui était bon et qui a amené des victoires, cette écurie-là, il était dans les faits deuxième, dans le comportement, dans comment on traite les pilotes. Quand les deux s'étaient accrochés à un moment donné à Azerbaïdjan, là, c'était en grande partie la faute de Verstappen, mais pour l'écurie, là. Ah, Max, pas de problème, t'es Ouais, c'est notre ça. gars. Puis Ricardo, ben, fais attention la prochaine fois. Tu sais. Ouais. Lui, il a senti ça. Du favoritisme. Il ne voulait pas subir la comparaison avec Verstappen pendant 2-3 ans encore, parce que Ricardo a encore espoir d'aller dans une grande écurie, Ferrari ou Mercedes. Alors, il dit, je vais prendre un petit pas de côté. Je m'en vais chez Renault. Si je fais très bien chez Renault, ma réputation est intacte, Oui. est parfaite. Et si les portes s'ouvrent pour Mercedes ou Ferrari, ben, je pourrais éventuellement y aller, parce qu'Hamilton, Oui. un jour, va prendre sa Oui, retraite. absolument. Vettel, un jour, va Mhm. prendre sa retraite. Excellent. Et Tommy Dorval te demande, que penses-tu de l'évolution de Williams depuis le début de la saison? Est-ce que Kubica est toujours dans le coup en F1? Je me pose quand même des questions. On sait qu'il a un bras droit très amoché. Il y a un accident de rallye. Vous le regardez, là, il y a un bras droit vraiment très maigre. Manque de mobilité. Par contre, techniquement, ça va. Il a dit, regardez mon Grand Prix de Monaco, je me suis bien débrouillé. Effectivement, il s'est bien débrouillé à Monaco où c'est les virages les plus serrés. Là. Des Oui, fois, oui, les pilotes puis- sont complètement comme Ouais, ça là, avec puis, le volant. Donc, techniquement, mécaniquement, avec son bras, ça a l'air Ça a d'aller. fonctionné. Par contre, il est toujours derrière son jeune coéquipier, George Russell. Mhm. Ça paraît un petit peu moins bien. Après 6 ans, là, est-ce que tu gardes ton talent intact? Est-ce que ton talent est un petit peu émoussé? On va lui donner encore un peu de temps. Là. On s'en va vers le 7e Grand Prix. Mais d'être toujours derrière son jeune coéquipier George Russell qui arrive en F1, ça ne paraît pas très bien pour le très sympathique pilote polonais qui avait eu son énorme accident ici à Montréal. L'année d'après, il avait gagné à Montréal. Et écoute, il y a eu des changements aérodynamiques au début de la saison. Est-ce que, parce qu'à chaque année, il y a toujours beaucoup de changements, je ne vais pas tous les énumérer, il y en a eu beaucoup. Ouais, Évidemment, l'objectif, c'était d'avoir un effet spectaculaire, bon, des dépassements en course. Est-ce qu'effectivement, ces changements-là ont vraiment eu un effet sur les courses, selon toi? Ça a vraiment fonctionné ou il y a encore des trucs à faire? Oui, les pilotes avouent que ça aide sans être trop technique. Lorsque vous suivez une voiture de près, ben, tu sais, si tu suis un camion, tu as des perturbations d'air hein, quand tu suis une autre voiture. On a essayé d'éliminer ça, on l'a fait en partie. Donc, avec toutes les bagarres qu'on voit dans le milieu de peloton, je pense que ça prouve que ça a aidé. Donc, les voitures peuvent se suivre de plus près. Puis quand tu suis une voiture de plus près, ben là, tu peux essayer de dépasser. Oui. Tu sais, si tu es là, tu n'arriveras Non, jamais. c'est certain, Mais c'est si, certain. si tu réussis à rester collé, là, tu peux essayer une manœuvre de dépassement. Puis je pense qu'on en a tellement cette saison dans le milieu de peloton que oui, ces changements aérodynamiques ont eu un bon effet. Le mauvais effet, peut-être, c'est qu'on se demande la question si Ferrari n'a pas pris une mauvaise direction dans ces nouveaux changements-là. Parce que tout le monde a des ailerons d'un certain genre. Ferrari est un petit peu différent. On dit, un petit peu différent, c'est peut-être une erreur de concept de la voiture. Alors, on dit chez Ferrari, on est en train de tout évaluer ça. Ça ne veut pas dire que la voiture est complètement mauvaise, mais c'est un des aspects qu'on regarde chez Ferrari pour corriger les défauts. Romain Montréal demande, est-ce que Red Bull a raison de développer une seule voiture pour Verstappen tout en délaissant donc son coéquipier Gasly? Je suis pas sûr qu'on Qui développe la voiture juste pour, c'est ça, juste pour Verstappen, parce Non. qu'on travaille quand même sur les deux moteurs. Peut-être un peu adapté à son style de pilotage, mais ça, les écuries, la plupart du temps, nous disent oubliez ça, ça n'existe plus des voitures faites pour un pilote. Nous, on fait la meilleure voiture possible. Et après ça, le pilote doit se débrouiller avec doit ça. se débrouiller avec ou la régler, adopter des bons réglages. Mais intrinsèquement, nous, notre objectif, c'est de faire la meilleure voiture possible. Bon, il y a sûrement potentiellement des ajustements à faire. Ce à quoi on fait peut-être référence, c'est que Gasly, depuis le début de la saison, lui dit « Cette voiture-là ne me convient pas. Alors, c'est peut-être pas qu'elle est faite pour Verstappen, mais la façon dont elle est faite, dont elle fonctionne, ça ne marche pas pour Gasly. Et il a dit « Je dois adapter mon pilotage à cette voiture. » Ce qui est un peu normal, c'est lui qui arrive
chez Red Bull. Alors, c'est à lui un petit peu à s'adapter à la voiture. Et 2, il manque d'expérience parce qu'il était chez Toro Rosso l'an passé. Donc, il est encore très jeune en F1, manque encore d'expérience. Alors, dans ce sens-là, il doit s'adapter lui-même à la voiture. Et c'est ce qu'il dit. Je dois m'adapter à la voiture pour en tirer le maximum. Simon Nadeau, est-ce que l'immense gouffre entre les 3 meilleures écuries, soit Mercedes, Ferrari et Red Bull, et les autres écuries qui sont à l'arrière, c'est une bonne chose pour la compétition? On en a parlé un petit peu tantôt. Ouais, non, c'est sûr qu'on aimerait mieux voir 20 pilotes se battre. Et c'est l'objectif ultime en 2021, c'est ce qu'on mentionnait. Donc, plafond budgétaire. Alors, si vous n'avez pas 2 fois plus d'ingénieurs, vous n'aurez pas 2 fois plus de bonnes idées. Aussi, meilleure répartition des budgets, parce que sous l'Ancien Régime, on donnait plus d'argent aux grandes écuries, qui déjà en ont. Oui, donc évidemment. Donc, on répartit mieux l'argent. On a un plafond budgétaire. Et alors, si on peut tout mettre ça en place en 2021, wow, ça va être assez spectaculaire. Merci. Bien, justement, Frédéric Pilon, on en a abordé un petit peu le sujet sur le nombre il y a 21 Grands Prix donc cette saison. Lui demande si on devait retirer un Grand Prix à l'horaire pour arriver aux 20 au total. Là. Comme tu dis, toi, c'est ton idéal. Quel Grand Prix devrait perdre sa place et pourquoi? Moi, c'est les Grands Prix où il n'y a pas beaucoup d'action parce que la piste ne favorise pas des dépassements. Alors, il y en a 2 très faciles. La question, c'est la plus facile de la journée. Espagne, presque impossible de dépasser. On l'a vu cette année, on l'a vu au cours des dernières années. Hongrie, pareil, c'est très difficile de dépasser. Il manque cette longue ligne droite suivie d'un gros freinage. Et je n'ai rien contre ces pays-là, messieurs les Espagnols et les Hongrois. N'écrivez pas. Juste que la piste ne convient pas à la F1 moderne. Alors, ça manque de dépassement sur ces circuits-là. Alors, oui, il y a une certaine tradition, mais ça prend du spectacle. Tu sais, aussi au Grand Prix du Canada, à un moment donné, de le perdre justement, mais là, c'était différent parce que les installations n'étaient pas à jour. Il y a eu des gros travaux de réfraction depuis plusieurs mois. Les installations, on dit, normalement, devraient être prêtes pour le Grand Prix le week-end prochain. En quoi consistent, en gros, là, ces travaux-là qui ont été faits pour les différentes écuries? Bien, c'est surtout des garages. Hein, les écuries, on a tout connu à Montréal. Mais c'était pas à jour. C'était pas au goût du jour. C'était très, très petit aussi. Alors là, on a vraiment des garages modernes, standards, suivis d'une salle de presse moderne, standard, etc. Et en haut, ben, c'est les VIP. C'est une source de profit pour l'organisateur. Alors, oui, ça manquait vraiment. On était très à l'étroit à Montréal. Tu marches entre les piles de pneus, puis les mécaniciens, puis les brouettes à pneus, etc. Donc, ça manquait d'espace. Alors, ça va être réglé pour très longtemps, parce qu'il y a un contrat jusqu'en 2029 pour Montréal. Oh, bon. Bonne nouvelle. Jimmy Robinson, pensez-vous que Vettel va pouvoir remporter la première pole à Montréal? Ça fait quelques courses qui terminent 2e et 3e. L'année passée, c'est lui qui avait remporté. Évidemment, ben, go Ferrari, go. Jimmy clairement ne cache pas donc son appartenance à Ferrari. Est-ce qu'on peut penser voir Vettel sur le podium ou sur la première marche du podium? On a approché un petit peu le sujet tout à l'heure. Donc, bonne ligne droite. Bon pour le moteur Ferrari, température chaude, bon pour Ferrari qui a un peu de difficulté à bien faire monter ses pneus en température. Encore là, il ne faudrait pas qu'on passe de l'autre côté, que ça devienne trop chaud puis qu'on abîme trop des pneus. Mais je pense que ça va être une des bonnes pistes pour Ferrari. Alors on espère Vettel. Attention à Leclerc, pour être challenger votre favori. Romain Montréal, est-ce que la taille des F1 modernes qui sont plus larges peuvent nuire au spectacle? Possiblement à Monaco. Parce qu'à Monaco, c'est déjà. C'est petit. C'est ça, c'est très étroit. Vous mettez des voitures encore plus larges. Le tunnel, en plus. Oui. Certains endroits, c'est peut-être pas la bonne chose, mais bon, on voulait, sur l'ensemble du championnat, favoriser. Donc, ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Donc, les voitures qui peuvent se suivre de plus près pour favoriser des dépassements. Alors, peut-être qu'à Monaco, ça nuit, mais je pense que sur l'ensemble du championnat, des voitures un peu plus larges, l'objectif est atteint en bonne partie. Question assez précise ici d'Olivier Larue. Nicolas Latifi sera en piste vendredi matin. Quelle est ton évaluation de Latifi, excuse-moi? Difficile parce que en Formule 2, qui est la formule de promotion qui amène les pilotes à la Formule 1, ça dépend tellement. En fait, c'est un peu comme la Formule 1. Si tu n'es pas dans une des bonnes écuries, tu n'as pas de résultat. C'est extrêmement difficile. Alors, tous ceux qui sont sortis récemment, même Charles Leclerc, les Lewis Hamilton, etc., étaient tous dans les bonnes écuries. Les meilleurs. Et même, il y en a une ou deux. Fait que si tu n'es pas dans ces écuries-là, tu n'as pas de chance d'être couronné. Alors, Latifi, ça fait quelques saisons qu'il est en Formule 2. Ça ne fonctionnait pas très bien. Tout d'un coup, cette année, bon, mais là, il est dans la meilleure écurie qui est Prema.
Et qu'est-ce que ça donne quand vous êtes chez Prema? Bien, vous commencez à gagner des courses. Alors, lui a commencé à gagner des courses, meneur au championnat. Il est pilote d'essai chez Williams. Il a été il est chez Dams. Il a couru, en tout cas, il a changé d'écurie. Puis là, ben, cette année, ça fonctionne bien pour lui. Alors, bravo à Latifi. C'est peut-être expérience. Il est encore jeune, il a 24 ans, si je ne m'abuse. Alors, 24 ans d'expérience. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a une progression fulgurante. Est-ce que ça va lui nuire? On aime bien des jeunes prodiges. Hein? Oui. Verstappen, Leclerc. Bon, espérons que ça ne lui nuise pas. Auparavant, il était chez Force India, rendu chez Williams comme pilote d'essai. Il va rouler vendredi matin à Montréal. Ben, écoute, c'est sa chance, probablement son ultime chance. Là, il mène le championnat F2. Les 3 premiers de la F2 l'an dernier sont tous en F1. Donc, quand tu dis que c'est vraiment le tremplin vers la F1, alors s'il gagne le championnat, on va être obligé de le regarder à son talent, parce qu'il les gagne quand même, ces courses-là. Il a bon avoir une bonne voiture, il les gagne. Alors, donc, peut-être un autre espoir canadien. Il est né à Montréal, mais c'est plus un pilote torontois qui habite la région de Toronto depuis longtemps. Un jeune homme fort sympathique. Ah oui, c'est bien. Serge de la Sablonnière, qui est sans doute très sympathique aussi, te demande, est-ce que tous les Grands Prix offrent une journée porte ouverte? On le sait, il y a ça à Montréal, il y a des changements aussi à Montréal cette année. Et est-ce que les écuries apprécient ces journées? En fait, pour répondre, là, à Montréal, oui, il y a la journée porte ouverte. Avant, c'était une demi-journée. Cette année, à partir de cette année, c'est une journée complète. Donc, on vous invite évidemment, amateurs, à aller parce que ça laisse plus de temps dans la journée. Mais bonne question, est-ce qu'il y en a partout des portes ouvertes? Oui, j'avoue, ça, je ne suis pas trop sûr. Il y en a quelques-unes, c'est certain. Est-ce qu'il y en a partout? Je ne penserais pas. Puis est-ce que tu penses que les écuries aiment ça ou on dévoile un petit peu trop? On ne montre pas l'aspect trop technologique de la chose. Non, on garde nos petits secrets. Là. Exact. Les voitures sont quand même dans les garages normalement, fait que tu l'aperçois un peu. Ça te permet de voir quand même la véritable grosseur des voitures. C'est toujours surprenant. Les gens viennent au circuit, regardent les voitures et disent « Ouais, je pensais que c'était plus gros, plus petit, etc. » Donc, on peut voir ça. Parfois, on parle des moteurs aussi. C'est amusant. Oui, le son. Alors, l'expérience est quand même amusante. Mais je pense pas qu'il y en ait partout. Excellent. Mais écoute, je pense qu'on va prendre une dernière question, celle de Éric Gaudreau-Drapeau. Avec les jeunes comme Lando Norris et Max Verstappen qui parlent ouvertement de l'usage des simulateurs dans leur temps libre, croyez-vous que le sport électronique est une avenue pour les jeunes aspirants à la course automobile? Bien, premièrement, cette année, la plupart des écuries de F1 ont une équipe. En e-sport. Mais oui, c'est la mode, là. Oui, absolument. Et effectivement, Lando Norris a tout un système chez lui, là, mais incroyable. Il y a une salle juste pour ça. Il fait beaucoup de courses sur simulateur. Il y a des gens de RDS qui ont déjà couru contre lui. Ah oui? Super. Dans des courses. Alors, Verstappen aussi, lui, fait des courses un petit peu plus directes avec Norris, 1 contre 1. Ça a évidemment énormément évolué au fil du temps. Donc, il y a des vrais simulateurs des écuries qui sont comme des simulateurs d'avion. C'est incroyable. Il y a des écrans géants à 360 degrés. La voiture est sur des vérins. Alors, tu as toute la sensation, etc. de la voiture. Mais même à la maison, ne serait-ce que pour apprendre des circuits, c'est excellent. Et ils sont tellement bons maintenant, les simulateurs. Tu peux faire des réglages. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Tu fais des réglages de la voiture. Ça aussi, c'est très pointu d'ailleurs. Alors, oui, c'est cette nouvelle génération qui arrive comme très préparée déjà. Oui, c'est ça, très préparée. Mais c'est sûr que quand tu le vis puis que tu fais finalement tes classes sur la route, ça apporte toujours à cette préparation-là. Mais c'est quand même fascinant de voir l'évolution finalement du sport. Oui, en piste, mais aussi à l'extérieur de la piste. C'est peut-être aiguiser des réflexes aussi. Oui, absolument. Oui, c'est sûr que ça doit pas nuire à ça, absolument. Écoute, Benoît, j'ai tellement de questions, mon cher. J'y vais avec celle de Benoît Belair. Pourquoi la F1 ne fait pas comme le NASCAR avec la même puissance de moteur et laisser les écuries pour l'aérodynamisme? Peut-être qu'on pourrait avoir plus de spectacles et moins de domination. Oui, donc un peu plus standard. Oui, standardiser finalement le moteur. Un peu tout. Ça va un peu contre l'ADN de la Formule 1. L'ADN de la Formule 1, chaque écurie construit sa voiture selon ses propres spécifications. Il y a un nouveau modèle, comme qu'on peut acheter certaines pièces d'une grande écurie. Il y a Haas qui fait ça, entre autres. Il y a Alfa Romeo aussi. Donc, on achète une partie de la voiture. Mais pour l'instant, on ne veut pas vraiment changer l'ADN de la voiture. On pense que les partisans de McLaren sont partisans de McLaren parce que c'est une McLaren. Chez Williams, chez Toro Rosso, chez Red Bull, chez Ferrari, chez McLaren. Vous n'allez pas dire à Ferrari de partager un moteur avec personne, ben non, ils n'aimeront ni pas un châssis avec personne. Donc, dans ce sens-là... C'est comme dénaturaliser finalement la F1. L'ADN de la Formule 1, je ne pense pas qu'on aille vers ça. Écoutez, on essaye même de faire des pièces communes. On refuse même ça, comme des roues. Ils ne veulent même pas acheter les mêmes roues. Ça donne une idée qu'on est loin du même moteur et du même châssis.
Et ouais, non, je pense pas qu'on arrive à ça. Pour le pour le bien. Ben voilà, ben merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu bon, nous avons t'as répondu finalement à plusieurs questions très pertinentes. Je veux vous rappeler aussi absolument la web diffusion sur 4 canaux différents sur le rds.ca. Donc ce week-end, il y aura des canaux, oui, pour les essais libres, les qualifications, les courses dès qu'il y a une voiture, sur justement la voiture de Lance Stroll avec le son ambiant, sur les autres pilotes aussi, caméra avec son ambiant. Donc ça sera super intéressant. On vous suit aussi évidemment à la télé, toi et Pierre Houd. Je sais pas si tu peux rappeler les heures exactes, vendredi, samedi, dimanche. Oui, ben ça autour de 10h vendredi, 13h, après ça, le matin à 11h, qualif vers 14h, course vers 14h, tout ça précédé d'émissions d'avant-course. Oui, absolument. On met la table. On met la table. Oui, ben bon Grand Prix du Canada tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et profitez-en bien. Honnêtement, si vous n'êtes pas sur le site ce week-end, ben allumez RDS parce qu'on sera là pour compléter toute l'information dont vous avez besoin pour ce Grand Prix du Canada.